Célia Audan est docteure en psychologie, c'est-à-dire chercheuse, et sa spécialité, c'est l'application des sciences cognitives à l'ergonomie des jeux vidéo en particulier. Elle a officié notamment chez Ubisoft, LucasArts, mais un jeu plus que tout autre, je dirais, a mis son expertise sous les feux des projecteurs, c'est Fortnite. Bonjour Célia Audan. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci beaucoup et merci de prendre le temps de vous arrêter nous voir parce que je sais que vous n'étiez que de passage à Paris pour des raisons personnelles, pour les fêtes en fait. Oui. Et merci aussi d'accepter de rester jusqu'à la fin de cette émission. Alors c'est vous donc que l'on retrouve notamment derrière l'expérience utilisateur redoutablement efficace du succès d'Epic Games. Le but de votre travail, c'est de rendre l'expérience du jeu plus intuitive pour les joueurs. Mais en quoi ça consiste exactement? Si vous pouviez nous décrire sur quoi vous avez travaillé au moment de la création de Fortnite, sur quoi on vous a sollicité en particulier? Oui, alors c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de résumer ça le mieux possible. Mon travail, c'est un petit peu de prendre en compte les limites de notre cerveau quand on interagit avec quelque chose. Une expérience se passe dans notre cerveau, que ce soit l'expérience de regarder cette émission, l'expérience d'un jeu vidéo, d'un livre ou quoi que ce soit. Et notre cerveau a des grandes performances, mais aussi de grandes limitations. Ou de limites, pardon, j'ai tendance à angliciser beaucoup de termes. On a beaucoup de limites en termes de perception, d'attention, de mémoire, par exemple. Et donc, mon rôle, c'est de prendre cela en compte. Et quand on conçoit une interface ou une expérience ou un jeu vidéo, de prendre tous ces éléments en compte pour éviter que les joueurs se retrouvent à ne pas comprendre ce qu'il faut faire ou à être un petit peu emmêlés avec les contrôles, parce que dans les jeux vidéo, on a beaucoup de contrôles assez compliqués, comprennent les règles du jeu, comprennent comment progresser quand ils échouent ou quand ils meurent. Donc c'est tout ça, donc c'est ce qu'on appelle l'utilisabilité, faire en sorte que le système soit facile à utiliser, mais aussi, comme un jeu vidéo, c'est une expérience qui doit être divertissante, que ce jeu soit engageant, donc qu'il soit intéressant, qu'on ait envie de découvrir, de progresser, etc. Et c'est ça la différence entre une bonne expérience utilisateur et une mauvaise, c'est un outil qu'on va comprendre ou pas? Absolument. Alors, ça va dépendre de quoi on parle. Si on parle d'un outil, une bonne expérience, c'est que l'outil ne va pas être trop difficile à appréhender. Donc, par exemple, si on utilise Internet ou avec la pandémie, on a utilisé beaucoup de nouveaux outils pour rester en communication avec tout le monde. Mais est-ce que c'est facile d'utilisation ou est-ce qu'il y a des moments qui sont frustrants ou est-ce qu'on ne comprend pas où est-ce qu'il faut cliquer? Une bonne expérience, c'est une expérience qui va être assez intuitive. Et pour qu'elle soit intuitive, ça ne se fait pas comme ça. Il faut un petit peu comprendre comment le cerveau appréhende l'environnement, donc comment on perçoit les éléments, comment on catégorise les choses, etc., etc. Donc une bonne expérience, c'est une expérience qui ne va pas avoir... On va essayer de retirer toutes les frictions, on appelle ça des frictions. Donc c'est des moments où on peut être frustré. Si on essaye par exemple d'ouvrir quelque chose et c'est pas facile, d'un point de vue physique, les ouvertures faciles enlèvent cette friction. Et ça, c'est d'un point de vue physique. Mon travail, c'est plus d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir comprendre l'interface, comprendre le système, comprendre comment il fonctionne. Et de quoi vous êtes le plus fier dans Fortnite? Déjà, le succès de Fortnite est assez incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais je suis assez fière d'avoir travaillé sur ce jeu, surtout parce qu'il offre quand même pas mal de diversité. Les personnages dans Fortnite ont plein de... Il y a plein de types différents par rapport, par exemple, au style vestimentaire, par rapport à la couleur de peau, par rapport au genre. Donc, c'est assez riche à ce niveau-là. Et c'est une expérience assez profonde. Hein. Fortnite, c'est pas juste Battle Royale, il y a un mode Sauver le monde, c'est surtout le mode sur lequel Sauver le monde, c'est celui sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Oui, parce que moi j'ai quitté Epic Games fin 2017, donc c'était surtout sur ce mode-là que j'ai travaillé, mais aussi le mode créatif, etc. C'est assez... il y a beaucoup de systèmes qui étaient difficiles à expliquer pour les joueurs et je suis assez fière qu'on ait réussi à rendre ce jeu qui est quand même assez complexe, assez facile, aussi facile d'accès que possible. Visiblement, oui, il a convaincu pas mal de monde. Est-ce qu'il y a une différence dans votre travail en fonction de la plateforme aussi sur laquelle on va jouer? Que ce soit une console, un PC, un mobile? Oui, alors... Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont plus faciles que d'autres d'ailleurs? Alors ça va dépendre un petit peu de ce que l'on cherche à développer. Avec la plateforme vient les contrôles. On ne va pas contrôler un jeu sur console de la même façon qu'un jeu sur PC ou un jeu sur mobile. Donc les contrôles sur mobile sont très différents. Il faut qu'ils soient assez simples. On ne peut pas avoir l'interface est beaucoup plus petite qu'un jeu sur console où on va utiliser la télé. Donc l'interface est un peu plus grande et les contrôles sont assez séparés.
par rapport sur un PC, on va avoir une souris qui est beaucoup plus précise quand on veut viser quelque chose. Donc, l'aspect des contrôles va changer considérablement l'approche qu'on va en avoir, mais aussi les conventions. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes conventions sur un PC que sur un téléphone, par exemple. On sait par exemple le mouvement de swipe où on glisse, c'est devenu une convention sur téléphone. Les gens savent qu'ils peuvent swiper à droite ou à gauche pour changer des éléments, sélectionner quelque chose. Sur ordinateur, ça ne va pas du tout être le même type de contrôle. On n'a pas les mêmes conventions. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les connaissances préalables. On sait qu'un utilisateur va avoir des connaissances préalables et des attentes particulières en fonction de la plateforme, mais aussi en fonction du type de produit. Donc oui, c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire qu'en fait, tout votre travail, vous devez à chaque fois le repenser aussi en fonction du contexte du jeu. Oui. C'est beaucoup de temps passé. On sait que c'est très long de développer un jeu, mais on ne sait pas forcément quel est ce travail qui est réalisé sur l'expérience utilisateur et cognitif. Est-ce que la VR, la réalité virtuelle, ça simplifie les choses? Parce que finalement, on bouge avec notre corps, on réagit avec nos yeux. Alors oui, ça semble plus naturel, plus humain. Alors, ça peut être plus naturel d'un point de vue des contrôles si on a les gants. Effectivement, là, du coup, on peut voir ses mains et on peut évoluer dans l'univers. Mais il y a toujours le problème comment on interagit avec le système. Donc, il faut quand même une interface voilà, je rentre un peu dans les détails. Mais par exemple, sur un ordinateur, on a ce qu'on appelle en anglais un HUD, HUD. En français, on appelle ça affichage tête haute, donc on a une espèce de surface qui est par-dessus le surbrillance en fait. Voilà, c'est comme là en fait le bandeau. Voilà. Sous mon nom, c'est une espèce de affichage tête haute. Dans un jeu vidéo, on a ça, donc on a le monde en 3D dans lequel on évolue, mais on a par-dessus une espèce des bandeaux où on donne des informations aux joueurs, par exemple le nombre de points de vie qui lui reste, les compétences qu'ils peuvent utiliser. Dans un jeu en VR, ça on peut pas trop le faire parce que ça donne mal au cœur. Et on ne peut pas contrôler la caméra. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, on peut parfois attirer l'attention. S'il se passe quelque chose ici et que le joueur est là-bas, on peut parfois contrôler la caméra ou on peut plus facilement attirer l'attention. Alors qu'en VR, les joueurs contrôlent complètement la caméra et s'il se passe quelque chose là alors qu'on est tourné de l'autre côté, les joueurs peuvent complètement rater ces éléments. Donc c'est pas forcément plus simple. Non, tout est compliqué, mais il n'y a pas une recette. Du pain sur la planche. Donc. Oui, ça. Alors tout à l'heure, j'ai employé le vocable redoutablement efficace de votre travail. Moi, c'était plutôt avec beaucoup d'admiration. Mais il y a aussi des parents qui sont très inquiets de cette efficacité de Fortnite auprès de leurs enfants, qui voient quelque chose de très addictif, qui crée une dépendance importante, parfois des renfermements. Qu'est-ce que vous dites à propos de ça, des critiques qui sont faites sur les jeux vidéo? C'est un sujet très très délicat. Alors déjà, on a un peu tendance à parler d'addiction de façon très très large. Une addiction, alors je ne suis pas du tout spécialiste en addiction, mais je discute quand même pas mal avec les addictologues. Une addiction, en général, c'est une rencontre entre un produit, une personne et dans un contexte particulier. Quand on parle d'addiction, c'est qu'il y a une souffrance derrière et qu'on va continuer à utiliser un produit, même si dans notre vie, ça nous crée énormément de problèmes et que ce soit au niveau de notre santé mentale ou de notre santé physique. Dans beaucoup de cas, dans les jeux vidéo, on peut voir des gens qui sont passionnés dans les jeux vidéo sans que cela affecte leur vie sociale ou leur santé mentale. Et le problème, c'est qu'on a un peu tendance à parler d'addiction, même si ce n'est pas un cas d'addiction. Et encore dans les jeux vidéo, c'est très, très débattu. Mais en sortant de ces précisions-là, ce qu'il faut regarder déjà, c'est... En ce qui concerne les enfants, c'est un petit peu plus compliqué parce que bien sûr, on s'inquiète que les enfants ne fassent que ça. Mais déjà, il faut voir, est-ce que les enfants, avec qui ils jouent, à quel type de jeu ils jouent, parce qu'il y a des types de jeux qui sont plus ou moins bienveillants ou plus ou moins adaptés pour différents âges des différents enfants.
Et, plus ou moins ouvert aussi, hein, parce que finalement, les jeux peuvent servir de support à des nouvelles relations dans la vie sociale de l'enfant. oui, c'est ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire que les enfants, même les adolescents et les adultes, quand ils jouent à des jeux vidéo, en général, ne jouent pas forcément tout seuls, ils jouent avec leurs amis. Et c'est ça qu'il faut regarder. Les enfants, quand ils vont jouer, bien souvent, ils retrouvent leurs amis. Et donc, le jeu n'est pas simplement un lieu où on va passer du temps à jouer, mais aussi on va retrouver nos amis. Et c'est un peu comme la cour de récré, surtout dans des contextes comme en ce moment avec la pandémie, ça devient vraiment un lieu social. Donc ces éléments-là sont assez compliqués à aborder, mais quand on parle d'expérience utilisateur, nous, ce qui nous intéresse, c'est de rendre l'expérience la plus intéressante et la plus agréable possible pour les utilisateurs, mais on n'est pas du tout dans une optique business qui serait de bombarder les utilisateurs, les forcer à revenir ou les inciter. Alors il y a des pratiques quand même dans les jeux vidéo. Mais pas que dans les jeux vidéo. Non, mais puisque c'est votre sujet, on va parler de ça. Il y a des pratiques qui consistent quand même à faire en sorte que le joueur reste le plus longtemps et ait envie de se reconnecter le plus vite. Par exemple, quand on évolue avec une équipe et que l'équipe doit tout arrêter si jamais on va répondre à maman pour aller déjeuner, c'est un problème. Donc il y a quand même des pratiques. Est-ce qu'il y a en fait, ma question, c'est est-ce que quand vous travaillez sur ces mécanismes et quand les éditeurs de jeux travaillent là-dessus, est-ce qu'ils ont cette conscience de responsabilité sociale ? Alors oui, mais il faut bien se remettre en tête que la plupart des jeux vidéo ne deviennent pas Fortnite ou Minecraft ou World of Warcraft. Hein. Il y a énormément de jeux vidéo qui échouent. Et donc quand on démarre sur le travail d'un jeu vidéo, on ne va pas se dire, bon alors comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que les joueurs passent trop de temps ? Enfin, c'est pas du tout la question qui se pose. En général, c'est plutôt, est-ce qu'on va réussir à survivre ? Est-ce que le jeu va fonctionner ? Il y a énormément de studios qui ferment et des gens qui sont renvoyés. Ce sont de gros investissements et de nombreuses années de travail. Des grosses équipes, des artistes, des musiciens, des designers, des programmeurs, donc c'est quand même assez complexe. Nous, quand on parle de mécanique de jeu, une mécanique, ça veut dire comment on interagit avec le jeu. Dans Fortnite, une mécanique, ça va être tirer, construire, explorer ce qui se passe dans l'environnement. Ce dont vous parlez, c'est est-ce qu'on va inciter les joueurs à revenir alors qu'ils n'avaient pas forcément envie de jouer. C'est ce qu'on appelle un peu la FOMO, donc le Fear of Missing Out, la peur de manquer. Ce sont des principes où on va proposer aux gens de revenir sur la plateforme parce que pendant cette semaine-là, il y a un événement qui n'aura jamais plus lieu après et vous pouvez gagner quelque chose qui ne sera jamais plus là après. C'est pas nouveau. Si on réfléchit, les soldes, c'est un peu le même principe. Ouais. Pendant une certaine semaine ou 2 semaines, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller, sinon vous risquez de manquer des propositions incroyables. Est-ce que ça, c'est ce que vous appelez une démarche toxique dans le jeu vidéo ? Non, alors ce qu'on appelle la toxicité dans les jeux vidéo, c'est plutôt des comportements, en anglais on utilise le terme disruptif, c'est-à-dire que certaines personnes vont détourner un petit peu le jeu pour avoir des comportements plutôt antisociaux, c'est-à-dire que par exemple, il peut y avoir du harcèlement en ligne ou des gens qui vont se maltraiter ou avoir des comportements sexistes ou racistes. C'est ça qu'on appelle en général la toxicité dans les jeux vidéo. C'est encore autre chose. On y reviendra là-dessus. Mais je vous laisse terminer sur l'aspect créer du manque, en fait. Hein. Oui, alors en fait, il y a 2 éléments. Il y a est-ce que le jeu lui-même, que ce soit le jeu ou la technologie ou la plateforme, est intéressante, elle nous apporte ce qu'on est venu en chercher. Hein. Le jeu est un divertissement, donc c'est quand même important que le jeu soit divertissant, sinon ça n'a aucun intérêt. Et il y a quand même une nuance entre est-ce que le film ou le jeu vidéo vous apporte ce que vous vouliez, et donc vous avez envie d'aller jusqu'au bout de la mission ou du film. Par plaisir. Voilà. Ou est-ce qu'on vous force à revenir à un certain moment alors que vous n'aviez pas forcément envie de jouer à ce moment-là, parce que sinon vous allez manquer quelque chose. Alors ça, c'est plutôt des techniques marketing qui existent depuis longtemps. Alors le fear of missing out, c'est un des éléments. On peut aussi parler des loot box, qui est un autre élément où ça peut inciter les gens à acheter ce qu'on appelle des coffres à butin pour obtenir quelque chose dont ils ont envie, mais comme c'est aléatoire et qu'on ne sait pas quand on peut l'avoir, ça peut inciter... Il faut aller vérifier sans arrêt.
on peut du coup en acheter plus. Et comme on peut, en général, il y a deux monnaies. Il y a la monnaie du jeu qui nous permet d'acheter des choses dans le jeu. Et on peut acheter la monnaie du jeu avec du vrai argent. Donc ça, quand ces mécaniques-là, quand ces éléments-là sont utilisés, ça peut inciter des gens à acheter plus et forcément les adultes sont un peu plus doués, on va dire, à contrôler ce genre d'impulsion. C'est moins le cas pour les adolescents et les enfants. C'est pour ça qu'il y a énormément de débats sur l'utilisation de loot box dans des jeux qui sont destinés aux enfants. Mais donc là, on parle plutôt de pratiques commerciales, finalement, que de question d'expérience utilisateur qui est davantage votre domaine. C'est ça qu'il faut bien distinguer entre les deux. Ouais. Donc c'était important d'en parler. Et d'ailleurs, vous avez une démarche intéressante puisque vous travaillez sur l'éthique dans le jeu. Donc vous avez même lancé une initiative Ethical for Games, c'est ça ? C'est Ethical Games. Et Ethical Games. À quoi ça correspond une démarche éthique dans le jeu ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ? Oui. Alors, comme vous disiez, il y avait des pratiques commerciales. L'idée, c'est d'essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui pose problème et pourquoi, et vraiment de décortiquer. Donc, on a parlé de la FOMO, on a parlé des loot box, ce sont des exemples, mais il peut aussi y avoir des pratiques où le joueur doit passer beaucoup de temps à faire quelque chose, et donc, d'un point de vue du game design, pour le coup, on incite les joueurs à rester longtemps, et s'ils ne restent pas assez longtemps ou s'ils ne reviennent pas, ils ne peuvent pas progresser suffisamment. Donc parfois, il y a des pratiques où les joueurs, s'ils ne sont pas là, ils sont un peu punis. Parce que s'ils se déconnectent, ils n'auront pas assez progressé par rapport à leurs amis. Alors qu'il y a des jeux qui permettent de se déconnecter et on n'est pas puni, parce que quand on se reconnecte, on récupère plus de points parce qu'on s'est reposé pendant un certain temps. C'est ce que fait World of Warcraft, par exemple. Donc c'est des pratiques comme ça qu'il faut un petit peu repenser. Donc du point de vue game design, aussi du point de vue de ce qu'on appelle les business goals, donc vraiment comment est-ce qu'on va marketer le jeu, quelles vont être les pratiques commerciales qui vont être utilisées, car souvent les jeux sont gratuits, donc il faut trouver un moyen de rentrer dans ces frais. Donc c'est ces pratiques-là. C'est des questions aussi d'inclusion, s'assurer qu'il y ait quand même beaucoup plus de diversité dans les jeux qu'on offre, mais aussi du point de vue des professionnels dans le jeu vidéo. Donc il y a deux parties dans cette initiative. Il y a ceux qu'on offre aux joueurs, s'assurer que ce soit éthique, que ce soit déontologique et qu'on offre la meilleure expérience possible, mais aussi du côté des travailleurs et des travailleuses, parce qu'il y a des pratiques qui ne sont pas très chouettes dans le jeu vidéo, notamment la pratique ce qu'on appelle le crunch. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup d'heures supplémentaires qui sont faites et les équipes peuvent être vraiment très fatiguées, surtout qu'aujourd'hui les jeux sont toujours live, donc ils sont toujours accessibles tout le temps. Il faut toujours faire proposer des nouveaux contenus, donc ça peut être très dur pour les équipes. Et encore une fois, il n'y a pas encore beaucoup de diversité ni d'inclusion du point de vue des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'est ces deux aspects du point de vue des personnes. Qu'est-ce que vous appelez le crunch alors ? Le crunch, c'est les heures supplémentaires. D'accord. Oui, c'est le petit pseudo qui est donné dans le monde du jeu vidéo pour le rendre un petit peu plus mignon, mais en fait, c'est assez intense. Et les équipes, avant de sortir un jeu... C'est le bouclage chez nous, dans la presse. Oui, mais alors parfois, le bouclage, ça peut durer des mois. Ou la charrette pour d'autres. Célia Audin, vous avez publié 2 ouvrages. Alors, je vais citer le premier, Dans le cerveau du gamer, neurosciences et UX dans la conception de jeux vidéo. Que se passe-t-il dans le cerveau des gamers ? Ce qui se passe dans le cerveau de toute personne. En gros, j'utilise ce titre pour recadrer, quand je vous ai dit au début, une expérience se passe dans notre cerveau. Et donc l'idée, c'est de comprendre quand on offre un jeu, quand on crée un jeu, on veut offrir une certaine expérience de jeu. Ça peut être une expérience collaborative, ça peut être une expérience de réflexion. Il y a beaucoup de jeux où il faut découvrir des choses et résoudre des problèmes. Donc en fonction de l'expérience qu'on veut offrir, il faut bien se placer du côté de la personne qui joue plutôt que de notre côté à nous en tant que concepteurs, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de comprendre le jeu, parce qu'on le connaît vraiment comme mais ce joueur, c'est difficile de se mettre dans sa tête, parce qu'il peut avoir 8 ans comme 70 ans. Alors, en général, on cible quand même une catégorie de personnes. La plupart des jeux sont... Ça peut être un homme comme une femme.
Alors ça, moi pour le coup, ça ne m'intéresse pas de savoir quel est votre genre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel type de jeu vous aimez jouer. Est-ce que vous aimez plutôt des jeux qu'on appelle les puzzle games, du type Candy Crush? Est-ce que vous aimez, on appelle ça les match 3, donc on doit matcher trois formes. Est-ce que vous aimez plutôt les jeux d'aventure? Est-ce que vous aimez plutôt les jeux d'action ou de tir? Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en fonction du type de jeu que vous jouez, vous avez un différent modèle mental, différentes attentes par rapport à ce jeu-là. Vous avez des connaissances différentes. Les gens qui jouent beaucoup à Candy Crush ont une expertise beaucoup plus poussée sur ce type de jeu que des gens qui jouent beaucoup à Call of Duty, un jeu de tir, ou à Minecraft ou à Fortnite. Ah bah toi, je vais repartir sur une idée reçue, très classique. Alors quand on joue à Call of Duty, ça veut dire qu'on est violent ou qu'on va le devenir? Non. Alors ça, pour le coup, il y a eu beaucoup de recherches sur le vidéo et malheureusement, ça s'est beaucoup focalisé sur les impacts potentiellement négatifs comme la violence. Là, pour l'instant, il y a rien qui permet de confirmer que si on joue à des jeux vidéo dits violents comme Call of Duty, et encore, il faut s'exprimer sur qu'est-ce qu'on entend par violent, ça n'entraîne pas une violence dans la vie réelle. Ça, il y a quand même énormément on commence à avoir pas mal de recul parce que ça fait une trentaine d'années. Et d'avoir une appétence pour ce type de jeu révèle quoi finalement? Pas grand-chose. Mais les jeux de tir, ce qui est intéressant, c'est la mécanique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeux de tir où on va, je ne sais pas moi, viser des cibles, ou que ce soit le tir à l'arc, ou ce soit quand on vise avec une balle. Le basketball, c'est quand même une mécanique de tir où on doit viser et on doit faire un certain geste pour arriver à toucher notre cible. Donc c'est de l'adresse plutôt, de la précision, de la rapidité. Il y a le côté multijoueur aussi. Collaboration. Il y a collaboration. Il faut se coordonner. Dans les jeux de tir, bien souvent, il y a plusieurs modes. Il y a par exemple un mode où il faut capturer des points stratégiques. Donc il faut bien se coordonner pour arriver à faire ça. Bon voilà, après, moi j'aime bien les jeux de tir parce que c'est vrai que ça me détend. Mais j'aime aussi beaucoup les jeux où on doit réfléchir, où il y a une énigme qu'il faut comprendre pour avancer. Et ça qui est chouette. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous faites percevoir ce qui se passe derrière, vraiment dans le cerveau du joueur face au jeu. C'est pas ce qui vous intéresse, c'est pas forcément est-ce qu'il va tirer sur un être qui semble être un être humain ou une banane. C'est finalement qu'est-ce qu'il prend comme plaisir, quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'il va développer peut-être aussi comme capacité. Est-ce que ça travaille la capacité, l'élasticité cérébrale, par exemple? Absolument. Mais tout jeu, en fait, est très intéressant pour le développement cognitif. Donc ça, c'est ma spécialité, comment on développe nos processus mentaux qui nous permettent d'acquérir de la connaissance, donc comme la mémoire, le langage, l'attention. Les jeux, de façon générale, sont très bons pour ça. On sait que l'enfant se développe énormément en jouant. Donc c'est important, c'est pas jouer tout le temps la même chose, bien sûr, mais même en tant qu'adulte. Du jeu physique. Des jeux vidéo, de la lecture, des jeux de balles, de ballons. Tout ça, ça va être très important pour développer plein de capacités différentes. Et les jeux vidéo permettent aussi de développer certaines compétences. Alors, il y a aussi des recherches là-dessus. Par exemple, les jeux d'action, comme vous en avez parlé, les jeux de tir, on sait qu'elles permettent de développer développer certaines compétences qu'on appelle la cognition spatiale, donc pour se repérer dans l'espace et pour arriver à suivre plusieurs points sur un écran en même temps. Ça peut être très utile quand on conduit, par exemple, de pouvoir vérifier tous les éléments qui sont en train de bouger en même temps. Donc on sait que les jeux vidéo d'action permettent de développer ce genre de compétences. Alors, on va arriver à un moment un petit peu particulier de l'interview. C'est un passage interview express où je vais vous poser des questions très ouvertes. D'accord. Il s'agit de répondre assez rapidement et de manière spontanée. C'est ça qui nous intéresse et ça parle de vous, vraiment. Alors, première question, vos rêves? Je rêve d'un monde où la pensée critique est beaucoup plus valorisée et où on a beaucoup plus d'inclusion et de différence de perspective. Vos peurs? Qu'on n'y arrive pas. D'accord. Et vos interrogations?
Ma principale interrogation dans ma vie, c'est un petit peu comprendre qu'est-ce qui nous empêche justement d'arriver à ce genre de choses, à collaborer entre personnes, entre nations, entre différentes cultures. Ça, c'est vraiment passionnant d'essayer de comprendre comment les êtres humains fonctionnent, comment on peut arriver à construire des choses ensemble qui nous permettent une plus grande équité dans le monde. C'est une grande interrogation et ça fait travailler beaucoup de philosophes et de spécialistes en sciences cognitives et en sciences humaines. Et ça m'a toujours tenu à cœur et on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, notamment aux États-Unis. C'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir avancer, arriver à pouvoir construire tous ensemble et comment est-ce qu'on peut arriver à dépasser nos différences et à construire de façon en utilisant la pensée critique et une démarche scientifique. Votre idée fixe? Je ne sais pas trop. Là, pour le coup, je ne sais pas si j'ai une idée fixe. Peut-être que le jeu puisse nous y aider à collaborer. Oui et non. Alors, je suis même pas. J'ai pas du tout une idée fixe sur le jeu vidéo. J'ai plutôt une idée fixe sur les sciences en général et les arts, parce que le jeu vidéo est aussi une forme d'art. C'est ce qu'on oublie un peu souvent de rappeler. Donc, oui, les arts et les sciences, ça a toujours été un peu mes disciplines. Qui m'ont toujours passionnée. Mais idée fixe, D'accord, on passe. Le futur, vous l'imaginez comment? Aïe, aïe, aïe. Eh bien, écoutez, ça dépend des jours. Il y a des jours où je me demande comment on va y arriver avec des grandes questions qu'on a aujourd'hui qui nécessitent une coordination globale, notamment le réchauffement climatique. En fait, le futur, c'est une grande interrogation pour moi. Je passe à la suivante, qu'on doit aller très vite. La prochaine révolution dans le jeu vidéo, vous l'imaginez déjà? Elle est déjà en train de se faire. Le jeu vidéo va devenir un petit peu une plateforme sociale, ce qu'on voit déjà, ce qui se passe avec Fortnite. Donc ça va être plus qu'un jeu, ça va être vraiment un environnement où on va se retrouver, on va pouvoir faire plein de choses. On l'a vu à Fortnite, maintenant c'est un endroit où on peut juste danser avec des amis, on peut regarder un film ou regarder un concert. Et vous, dans 5 ans, vous serez? Aucune idée. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans ma vie, c'est un petit peu avoir des surprises et pouvoir un peu suivre mes envies. J'espère que ça va durer. Je vous le souhaite, ce sera mon vœu pour vous pour 2021. Merci beaucoup Célia Audan, docteur en psychologie, experte en expérience utilisateur, spécialiste des sciences cognitives appliquées aux jeux vidéo. Vous restez avec nous, juste après la pause, on part dans l'espace en quête d'une planète mystère dans notre système solaire.